Salut Patrick, Hello, comment vas-tu? bien et toi? Super. Bon d'habitude c'est Je plus suis que tu es ravi d'être, à la caméra et au micro pour parler avec toi. bah, ce que j'allais dire c'est que d'habitude tu plutôt toi qui fais les interviews, donc avec ton podcast Je ne perds jamais. Je vais te Yes. laisser te présenter. Allez, l'exercice de style, tu sais que personne n'aime trop parce que tu sais jamais comment te présenter. Patrick, ouais, Patrick de Carvalho, alors effectivement, je suis un homme, jusqu'à preuve du contraire, c'est le cas. Papa, mari, voilà, j'ai des 3 enfants. Je suis un entrepreneur également et depuis très longtemps et je dirais même depuis toujours, puisque j'ai, 50 ans et dont 26 ans d'entrepreneuriat. Donc ça commence à faire un petit peu. Avec des hauts, des bas. Avec des hauts, des bas évidemment, Ouais. ce qu'on appelle le roller coaster. Alors là, c'est, si on aime le manège, et on aime les sensations fortes, eh bien, devenez entrepreneur, vous allez être servi, c'est clair. Oh, et d'ailleurs une première boîte, si ma mémoire est bonne, qui s'est pas forcément, hyper bien passée, parce que tu étais assez précurseur. Ouais, tout à fait. Moi, c'est d'ailleurs à ce moment-là où nous-mêmes, on tous les 2, on s'est rencontrés, hein. On a eu la chance de voir l'arrivée de l'internet et de l'internet mobile avec le private joke qui est que c'est l'année de l'internet mobile. Tous les tous Voilà, les ans, quelques années. c'était l'internet mobile et j'ai fait partie avec un associé que j'avais, rencontré chez Orange, la grande époque. Eh bien, on a monté une des premières, si ce n'est la première agence de marketing et de développement mobile en France. Et effectivement, sur cette boîte-là, on a eu un gros crash, on va dire ça comme ça, parce qu'on a eu un conflit d'associés, voilà, assez grave, puisque ça a tout simplement mis la boîte par terre. Et donc, ouais, ouais, ce sont des étapes qu'on rencontre qui sont assez difficiles à vivre. Tu nous parles un peu de ton parcours avant, tes études, qu'est-ce qui t'a amené à découvrir l'internet? Ouais, écoute, alors, moi toujours un peu geek, donc fan, tu vois, fan de tout ce qui est, informatique, mais pas plus que ça. Plutôt le côté, les automatismes, à tel point que, en fait, dès mon jeune âge, dès que j'étais au lycée, en fait, j'ai voulu faire de la domotique. Donc tu vois, c'est très particulier. Donc j'ai fait une filière, scientifique technique, de bac et tout ça et puis après, en fait, j'ai fait un BTS parce que j'étais, attiré par, en fait, l'opérationnel terrain. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui suis vraiment, dans l'action et évidemment, j'avais envie d'aller très vite travailler, gagner mes premiers, tu vois, mon premier argent et cetera. Donc le BTS m'allait bien et puis, je me suis pris un retour de flamme clairement puisque je me suis retrouvé avec, mon diplôme en poche, super, mon premier job et là, retournement de situation parce que, bah, quand tu es bac+2 et ben évidemment, tu travailles pour les autres avec un niveau hiérarchique, voilà, qui était assez, costaud, que j'ai pas super bien supporté, faut dire ce qui est, tu vois? Et donc j'ai stoppé, si tu veux, il y avait pas la capacité à passer un bac+5 en domotique, ça n'existait pas et donc j'ai laissé tomber. J'ai dû faire mon service militaire parce que, bah, c'était obligatoire à À l'époque, donc l'époque? je suis parti, 12 mois, 1 an de service militaire et en fait, j'ai bifurqué complètement et écoute, j'étais pas mauvais à l'époque, déjà assez créatif, sur l'écriture et cetera et donc moi, j'ai basculé en marketing. J'étais fan de pub, tu vois? Je voyais la pub, la communication, tout ça et j'ai basculé là-dedans. Basculé là-dedans, j'ai fait donc un cycle, en communication marketing, bac+4 cette fois-ci et puis là, pour le coup, j'ai débarqué dans l'univers de l'internet, par tout simplement le stage de fin d'études. J'ai eu, voilà, tu vois, j'ai eu la chance de faire un stage de fin d'études. C'était dans une centrale d'achat d'espace publicitaire, comme on appelle ça, Mmh, hein, on achète de la pub dans les différents médias et mmh. là, en Aujourd'hui on l'occurrence, appelle ça une bah, régie. c'est ça, une régie publicitaire, donc on achète les spots télé, les radios, presse et cetera et à l'époque, bah, il y a le média qui se lançait, bah, c'était internet. Donc si tu veux, ça a été pour moi, fabuleux. J'ai plongé là-dedans, j'ai fait vraiment partie des pionniers puisque j'ai découvert le sujet de l'internet en achetant de la pub sur les sites portails à l'époque, donc les Yahoo, tu vois? Tous ces grands sites web là de l'époque. Donc c'est comme ça que j'ai déboulé sur internet, puis j'ai plus jamais, si tu veux, quitté, ce secteur. Voilà. Tu nous parles du coup de tes expériences entrepreneuriales, derrière?
Ouais, bah, en fait, écoute, pourquoi je suis devenu entrepreneur? Bah, c'est petite revanche, sur la destinée. Fin de stage, moi, j'étais, si tu veux, fraîchement diplômé et persuadé que j'allais, être embauché tout simplement dans la boîte, pour qui je travaillais et 1er retour de flamme, tu vois, 1er couac et bien, à l'époque, ces grandes boîtes de communication, bah, fonctionnent avec, c'est pas une légende, des armées de stagiaires et donc on me dit: «Bah, Patrick, tu es gentil, mais en fait, bah, non, on va pas te prendre, tu auras pas de poste» et donc là et ben, j'ai monté ma première start-up. Tout simplement, voilà un petit peu, j'avais pas du tout, j'étais tellement piqué au vif, tu vois, de pas trouver de pas être pris que je me suis dit: «Bon, bah, allez», je suis tombé sur une personne, qui, connaissait rien, du tout au web et aux techno et cetera, qui était quelqu'un du monde de la presse et en fait qui voulait se lancer, sur un concept innovant, de la presse sur internet d'ailleurs, hein, tu vois? On parle de ça il y a très longtemps, en 98, hein, donc c'est bien avant, les solutions qu'on connaît maintenant et en fait, je vais prendre l'opportunité à bras le corps et donc je deviens, en gros sur le papier, directeur, général, tu vois? À 24 ans, tu es tout guilleret, et puis je vais, si tu veux, bah, tout simplement mettre sur pied, bah, la totalité de ce qu'on peut imaginer d'un point de vue, site web, donc tu vois? L'hébergement, le design du site et cetera et on va monter, une start-up qui s'est appelée, planetpress.com Ouais, et ça consistait, si tu veux, à, délivrer, toute la presse magazine française, sur internet à travers de l'achat au numéro ou de la vente d'abonnements tout simplement. Souvent d'ailleurs un petit clin d'œil, je dis que c'était l'ancêtre du dropshipping. Tu vois? Pourquoi? Parce que quand tu, voulais t'abonner à un magazine, en fait, il y avait pas de stock. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me contentais de récupérer, l'adresse et de dire: «Bah, tiens, il faut envoyer un abonnement à, François Joseph, à tel endroit, telle adresse», et voilà et donc moi, je me contentais d'envoyer des adresses aux éditeurs et puis, par contre, la marge, était super parce qu'on retenait, entre 40 et 60 du prix de l'abonnement, et ça, c'était quand même magnifique. Donc, tu vois, voilà, ça a été, 1re start-up, 1re société, puis, j'ai plus jamais, en fait, quitté, le monde de l'entrepreneuriat à part le crash qui est arrivé, juste après de cette boîte-là et là, j'ai dû faire, 2 ans de salarié, tu vois? Pour remettre un peu de beurre dans les épinards. Voilà, ouais. tu vois? Derrière donc du coup le jump vers l'internet mobile, comment tu identifies cette opportunité? Ouais, bah, en fait, justement, après le crash, si tu veux, après le crash de la première start-up, j'ai déjà vécu un moment, au niveau moral, qui était très compliqué. Toi aussi, tu as vécu ce genre d'expérience. Si tu veux, c'est très difficile de se retrouver derrière des bureaux, où tu cherches un job et où tu as des jeunes freluquets, comme je les appelle, qui ont pas bougé leur cul de leur chaise et qui sont là en train de te tailler un costard, sur: «Ah bah ouais, mais racontez-moi votre expérience, qu'est-ce que vous avez fait?» Et là, je le prenais super mal, tu vois? À ce niveau-là et finalement j'ai fini par être repéré par une SS2I. On appelle Mmh, ça une ESN aujourd'hui, parce que, bah, évidemment, si tu veux, sur le milieu de l'internet, il y a très peu d'experts à l'époque, très peu de connaissances. Donc moi comme je suis pas technique en fait sur le papier, hein, je suis pas ingénieur, je ne sais pas coder, je sais pas développer. Mais par contre évidemment, bah, j'ai allié le marketing, le produit avec les technologies, avec l'internet et donc je vais être, si tu veux, repéré, recruté, comme consultant tout simplement et je vais être envoyé, en mission. À l'époque, on part en mission chez le client et donc moi, je vais avoir la chance de débarquer chez Orange, Orange France d'accord. et donc ça, c'est magique si tu veux. C'est là où je mets un pied dans ce qu'on va appeler, l'internet mobile. On est sur le lancement de la marque Orange en France, qui a été rachetée par, France Télécom, tu vois? Donc ça, c'est assez génial. On est en mars 2001. Alors je sais pas si tu imagines, tu vois? Il y a et c'est vraiment les balbutiements et en fait, le portail Orange, comme on l'a appelé, la marque Orange, se lance en juin
juin 2001. Donc moi, je débarque en mars et on a à produire, tu vois, tous les services, toutes les pages, tous les sites. À l'époque, on est en WAP, tu vois, on est dans le fameux WAP, le, le Wireless Application Protocol. Donc c'est du noir et blanc, des petits écrans avec 14 caractères par ligne, tu vois. Donc ça, c'est pour le souvenir de ceux qui y étaient. Et donc, c'est comme ça que je vais débarquer dans l'Internet mobile. Et donc, je vais avoir une chance inouïe. Ça va être de concevoir et de participer à l'ensemble des services qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on invente la VOD sur mobile, les services d'actualité, les résultats du loto. Ça a l'air tout con, mais on est sur des technologies qui évoluent. Le WAP se transforme en XHTML, tu vois. Et donc ça, c'est assez génial. On se retrouve à devoir gérer, des contenus, textes, photos, vidéos sur une gamme de terminaux mobiles qui ont tous des écrans différents. Je D'ailleurs, connais bien le problème. c'est toi ici qui Voilà. va qui va débarquer, dans avec les tests. Il y a ce qu'on appelle des cellules de test, c'est la folie parce que quand tu dois tester un contenu, tu dois t'assurer qu'il tourne sur tous les mobiles, donc c'est vraiment, la folie. Et puis, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vivre l'arrivée de l'iPhone, parce que les gens ont peut-être oublié, mais en fait, Orange va avoir l'exclusivité de la commercialisation et du lancement de l'iPhone en France. Donc, ils passent un deal avec Apple. Les autres opérateurs n'ont pas l'iPhone, c'est que Orange qui l'a. Et donc, ça va être magique. L'iPhone, c'est lancement en 2007. Juin 2007. Et en fait, tu as l'Apple Store qui va débarquer un an après, été 2008. Donc, c'est à ce moment-là, si tu veux, que quand je suis chez Orange et que je vois tout ce qu'on arrive à faire déjà à l'époque sur du WAP, du XHTML, où moi je me dis homme de marketing, tu vois? Je me dis: «Non, en fait, c'est pas possible. L'internet avec un grand I, il va pas pouvoir continuer à être dans des écrans d'ordinateur de 15 pouces, c'est pas possible, j'y crois pas». Parce que moi déjà à l'époque, je suis, bluffé par le fait que j'achète mon petit billet de cinéma avec Allociné, dans un truc, sur un téléphone, tu vois? Et donc je croise, ici mon futur associé en fait, chez Orange. D'accord. Lui, il est tech, c'est Pascal Roche. Et puis en fait, je lui dis: «Écoute, hem, on est chez Orange, on est, dans ce qui se fait de mieux. On a des moyens financiers, humains, techniques qui sont mais, phénoménaux». Et en fait, je lui dis: «Mais moi, dans la vraie vie, je croise des entreprises qui sont les hôtels, la banque, tu vois? Toutes les entreprises». Et je lui dis: «Écoute, c'est comme si à l'extérieur, en fait, ne ils veulent aller sur Mars, mais ils ont même pas commencé à construire le pas de tir de la fusée. Alors que nous, chez l'opérateur télécom, on a tout, on sait tout faire. On a les tuyaux, les contenus, tu vois, la techno, et cetera». Et je lui dis: on devrait, tu vois, il est entrepreneur dans l'âme aussi, il est consultant, pour Orange également, avec sa propre boîte. Et donc il me dit: «Écoute, ouais, banco». Moi je lui dis: «On devrait monter une agence», tu vois? Une agence de conseil et de dev, mobile, pour le marché. En fait, pour les gens qui ne sont pas des opérateurs télécoms. Et donc banco. Et ça va être là qu'on va créer, tu vois, cette initiative, et c'est ma 2e boîte. Donc je repars au charbon, je repars, entrepreneur, tu vois? Et je vais monter, cette 2e boîte, qui va être dans l'internet mobile. Et ce qu'on va appeler, tu le sais bien, le multicanal, Ouais. puisque ça va pas rester, mobile bien longtemps. Il va bien falloir L'omnicanal. Voilà, il va falloir délivrer les services sur web, sur mobile, sur tablette, et cetera. Donc on va monter l'agence là, voilà, une des toutes premières. Je pense qu'on doit être la 2 ou 3e agence, tu vois, en France qui s'est créée sur le mobile. Alors c'était en 2006, tu vois? C'est même avant les applis, hein, parce Oui. qu'après il y a les applis qui vont arriver, qui vont être phénoménales. Mais même avant les applis, on monte une agence vraiment mobile, et on va avoir des faits d'armes assez importants, hein, puisque par exemple, on va porter les enchères de Nouvelles Frontières, qui était un voyagiste. Eh bien, on va les porter sur mobile avec tu vois, avec des ce qu'on appelle des comment on appelle ça? Des auctions, le fait Et de bah, merde, c'est vraiment des enchères? ouais, les Auctions? en ah pardon, ouais, ah oui, je suis bête. Les enchères. Donc c'est vraiment les enchères qui étaient jusqu'à présent, tous les jeudis sur ordinateur. Et donc tu avais des armées de gens qui étaient là en train de surveiller, tu vois, les voyages et tout ça. Et en fait, nous, on va mettre ça sur mobile avec évidemment une vraie révolution, parce que désormais, tu peux faire ça, en te baladant dans la rue, partout, directement relié à ton mobile. Et ça va être a assez magique. Après, évidemment, l'iPhone va arriver, les applis vont arriver. Et là, nous, eh ben, on va, si tu veux, migrer
technologies et on va être les premiers à savoir faire des développements d'applications mobiles. Donc ça va donner, évidemment une ruée, tu sais, c'est la ruée vers l'ouest. Toutes les complètement. marques, toutes les entreprises veulent avoir leur appli dans l'Apple Store et donc là, ça va être, une croissance, phénoménale, tu vois, le track record, on est, 17 ans là, 17 ans après, tu vois? Ouais, 20 ans après, on a, je sais pas, dans les 550 applications mobiles développées. Ouais, Ça commence à faire plus un beau peu, quoi. historique, ouais. Là, ça bon, un petit catalogue, quoi, tu vois? Donc voilà, donc ça va être magique, ça va être, vraiment une expérience, assez folle. Mais malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, je vais prendre un un camion de 33 tonnes, dans la tronche, avec ce conflit d'associés qui va vraiment foutre par terre ce truc-là. Comment vous êtes sortis du conflit d'associés? Et écoute, ça a été super compliqué. Je dirais pas que la sortie est une belle sortie. Ça va durer, quasiment 8 ans, tu vois? Donc D'accord. c'est phénoménal, c'est énormément lourd, sachant que les associés étaient ce qu'on appelle des actionnaires. Donc en fait, on n'a pas pu évidemment les sortir de l'actionnariat parce que les parts, c'est les parts, elles sont à eux. Donc en fait, ça a été très compliqué. On a dû, tout simplement, assécher en fait la structure. C'est-à-dire qu'on a stoppé tout new business. On a arrêté, moi, j'ai complètement arrêté de faire de la prospection commerciale et de traiter des nouveaux clients. On a laissé mourir, si tu veux, la structure avec les clients qui étaient existants. Et pourquoi on n'a pas pu la fermer, tu vois, la céder, la mettre en cessation de paiement ou en liquidation? C'est qu'on avait des engagements à l'intérieur qui étaient pris avec des prêts d'honneur et des choses à long D'accord. terme parce qu'on était parti s'installer en Chine et qu'on avait ce qu'on appelle des prêts COFAS. À Ouais, l'époque, ça s'appelait la COFAS, maintenant ça a changé, je chez sais plus BPI comment. maintenant aujourd'hui, hein. Ah voilà, c'est ça. Donc avant, on était avec la COFAS, donc on avait eu des investissements pour aller s'installer en Chine, pour aller faire rayonner l'économie française en Chine. Et donc, si tu veux, bah, le problème, c'est que si on arrêtait, si on fermait la boîte, bah, en gros, il fallait rembourser les sommes qu'on nous avait prêtées. Donc, c'était juste pas possible. Donc, on a dû maintenir, si tu veux, pendant 8 ans, eh bien, cette structure-là. Et en parallèle à cette structure-là, bah, avec Pascal Roche, qui est resté mon associé, qui était je dirais mon pote face aux 2 autres, eh bien, on a remonté d'autres sociétés, si tu veux, parallèles, avec une problématique, que je ne souhaite à personne, qui consistait à générer, 2 ou 3 fois le chiffre d'affaires, qu'on faisait avant. Pourquoi? Mmh. Parce qu'il fallait alimenter les dettes, tu vois ce que je veux dire? Nous, on voulait pas être, en dette et on en avait, donc on a dû maintenir à zéro et à l'équilibre la structure sur laquelle on était en conflit et générer le chiffre d'affaires pour, bah, tout simplement vivre sur les autres structures. Et pendant ce temps-là, j'avais Pascal qui était en Chine. Moi, je suis rentré de Chine en catastrophe pour gérer ça. J'avais Pascal qui était en Chine, donc je te dis même pas au niveau, moral dans quelle situation j'étais. C'était, hyper difficile parce que tous les mois, je devais trouver du pognon pour faire vivre la Pascal avec sa famille en Chine et l'équipe qui était restée là-bas à la Ouais, prod, tu vois? Donc ça a été, ouais, ça a été super, super compliqué. Et puis, écoute, on a fini par, donc, effacer toutes les dettes et à ce d'accord. moment-là, on a fait ce qu'on appelle une liquidation à l'amiable. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? C'est-à-dire que c'était propre, il y avait plus de dettes, on avait fini de rembourser les prêts, la COFAS et cetera. Donc on a dit: «Bah, ça y est, on peut fermer». Donc on a fermé ces structures-là et pendant ces 8 années-là, bah, je te dis même pas le conflit à couteau tiré qu'il y a eu avec, les autres que j'avais fait ce qu'on appelle une révocation ad nutum. Donc c'est un ouais, peu du juridique, mais en gros, tu réunis les actionnaires, et tu fais une assemblée extraordinaire. Et la chance qu'on avait, c'est qu'on était sur 4 associés. Pascal et moi, on avait un peu plus de parts que les 2 autres. mmh, Et donc, si tu peux, on a pu les révoquer de la gérance. On était dans un statut de société de type SARL. ouais, Donc, on les a révoqués de la gérance. Et derrière, nous, on n'a plus rien communiqué sur ce qui se passait dans la structure et on a ensuite nous monté deux autres SAS à côté en parallèle pour faire bah, continuer à faire ce qu'on faisait, c'est-à-dire nous on a évolué un peu dans le métier. On était et on est toujours une agence de conseil et de développement numérique ou digital, ouais, on peut appeler ça comme ça. Mais on a commencé à développer nos propres logiciels. Donc le cloud est arrivé, tu connais un peu les ouais, technologies, le cloud, le SaaS, Software as a Service. Donc on a commencé à éditer des logiciels
au départ pour des clients qui nous les passaient commande et Mmh. puis après on s'est dit: «Ah bah attends, bouge pas, ces services-là, ils sont vachement bien» et donc on les a édités, en nom propre. Donc D'accord. voilà, on a sorti comme ça plusieurs logiciels et donc on peut considérer qu'on est devenu aussi un éditeur logiciel. Vous avez du coup, dans les grands logiciels, tu en as annoncé, certains que tu présentes sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, il y en a, écoute, ce qu'on a fait, c'est que, on a fait des logiciels qui sont des logiciels que nous, on avait besoin en tant que PME, tu vois? Mmh. Donc en fait, on a fait quoi? On avait, nous étant une agence de gestion de projet, gestion de tâches, bah, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé un logiciel de gestion de tâches, gestion de projet, parce qu'on n'était pas content, donc pas être content, ça veut dire être mécontent. Donc on était mécontents de ce qu'on avait à notre portée. Il y avait différents logiciels et dont Slack à l'époque déjà. Et donc on va prendre deux trucs qui sont hyper importants pour nous. C'est Mantis Bug Tracker. C'est un truc Ouais, qui sert à suivre les bugs. je me Toi qui, souviens très bien de cet outil. tu connais ça? Il y a une espèce de montre religieuse, en symbole, en logo. Donc Mantis Bug Tracker qui est un truc super, mais j'avoue, un peu à la Skoda, Lada, tu vois? Voilà, avec une ergonomie, pas top, très compliqué à utiliser pour des métiers marketing. Parce que nous, une des problématiques qu'on avait, c'est que nos clients étaient pas les gens de la tech. C'était pas des directeurs techniques, c'était pas des équipes tech. Nous, nos clients, c'était les directions générales, direction marketing, direction commerciale. Et donc, évidemment, leur mettre un outil de gestion de tickets hyper rébarbatif dans les pattes, ça passait pas vraiment. Donc, on a créé à ce moment-là un truc qu'on a appelé SMANC, SMANCK. Pourquoi? Parce que c'est la contraction de Slack que tout le monde connaît a priori, hein, qui est une messagerie de gestion de tâches, gestion de projet. Et puis Mantis. Donc Slack et Mantis, hop, on a réuni les 2 et ça a fait Smank et on a lancé cet outil qu'on a utilisé évidemment nous pour tous nos projets, en interne et qu'on a mis dans les mains de nos clients. Puis à ce moment-là, on a commencé à se rendre compte que, bah, les entreprises, les PME étaient effectivement, dans le besoin d'un outil tout en un qui réunit, de la vue Kanban, de la vue tableau, du déplacement de petits tickets. Tu peux mettre des pièces jointes. On a carrément mis une interface de visio à l'intérieur. Donc, quand tu gères ton projet, tu peux, hop, déclencher, tu vois, une sorte de Skype. D'ailleurs, Skype va fermer en mai, là, en mai de cette année 2025. Donc, tu vois, voilà ce qu'on a fait. On a fait Smonk, premier logiciel. Deuxième logiciel, c'est un truc qui s'appelle Pan, Ouais. P-A-O-N. Pan, c'est pour faire le beau, tu vois? C'est Pan comme l'oiseau. Pourquoi? Parce que ça, c'est assez rigolo l'histoire. On rencontre en fait, un client, qui est, Bouygues, Construction, un petit acteur comme ça, au coin de la rue et si tu veux, qui ont une problématique, de, présentation des propositions d'affaires. C'est-à-dire que c'est des gens qui évidemment sont dans le bâtiment, dans la construction. Ils répondent à des chantiers entre, allez, 5 et 120 millions d'euros de chantier, la division avec laquelle on travaille et ils nous disent, bah, en gros, quand on doit répondre à un appel d'offres privé, hein, public, c'est différent, mais quand c'est sur un appel d'offres privé, on a évidemment, beaucoup de problématiques une équipe très large de 20, 30, 40 personnes qui répond, qui rédige chacun dans son coin, dans des formats différents. On a les partenaires qui doivent nous envoyer leur partie à eux. Je prends un exemple, Saint-Gobain qui va livrer les vitres du bâtiment. Bah, en gros, c'est l'équipe commerciale de Saint-Gobain qui va donner les éléments de rédaction à Bouygues pour qu'il fasse la propale. Et donc, on se retrouve avec une problématique très complexe bah, clairement, vous avez compris, ils se retrouvent avec des documents qui mettent dans des classeurs. Souvent, c'est 8 classeurs de 150 pages chacune. T'imagines? Donc, c'est un bordel sans nom. Et en fait, ils nous disent, bah, en gros, quand on a fini de récupérer tous les éléments papier, plans 3D, PDF de tout, eh ben, en gros, je vous le résume, ils se font une semaine de pizza coca nuit blanche avec 2 ou 3 assistantes, qui se font ce qu'on appelle de la mise en page. Donc qui se tapent des centaines d'heures de je mets au propre, je mets en gras, je mets en typo taille 14, taille c'est un enfer sur terre. Tu vois? C'est un truc, pas possible et donc on va créer, bah, Pan, qui est, plateforme d'appel d'offres numérique, PAON, qui va être un outil en no code
click and play qui va leur permettre tout simplement à plusieurs connectés en ligne 24/24, 7 jours sur 7, et ben de produire en gros du slide, tu vois, du slide internet. Et donc du slide internet, bah finalement c'est quoi? Bah c'est un site web en fait. Donc en fait, sans le vouloir, on va créer en fait un CMS, un Content Management System ou service, appelez ça comme vous voulez, qui va permettre à des équipes commerciales, marketing, techniques, sans aucune connaissance technique, tu n'as pas besoin de connaître le HTML ou quoi que ce soit, et ben tu vas mettre en page tout simplement voilà ce que tu as à raconter. Et donc c'est un outil qui va devenir un outil préféré par les par les équipes commerciales notamment, qui si tu veux quand ils prospectent, quand ils font de la relation client, et ben, en fait, aiment pas du tout faire les devis et les slides, tu vois? D'accord. Eux, ce qu'ils aiment, c'est c'est aller au contact du client, faire les pitchs, et cetera. Mais alors après, se taper la propale, c'est pas franchement leur tasse de thé. Et là, en fait, ils vont se découvrir, une capacité à être hyper autonome et à faire du beau, en fait, hein, du beau, de la qualité, un truc, c'est cliquable, tu envoies 200 pages, tu t'en fous parce que c'est cliquable par un sommaire, et tu en 2 secondes, tu es au bon endroit, à la bonne page. C'est multimédia. Donc en fait, les commerciaux se retrouvent à se dire, avec nos conseils, à dire: «Ah mais oui, mais en fait, je peux faire une petite vidéo face caméra pour parler à mon prospect et lui dire: "Ah bah voilà, cher monsieur, chère madame, voilà la proposition qu'on vous a faite", et cetera». Et donc ils s'éclatent à produire un document qui est un dossier d'affaires, une propale d'affaires en ligne, envoyé sous la forme d'un site web privé. Tu vois? Et donc ce qui est rigolo, c'est que ce truc-là qu'on va lancer en 2017 va prendre son ampleur au moment de la covid. Ouais. Pourquoi? Parce que évidemment, quand la covid débarque, c'est la catastrophe. Les commerciaux ne peuvent plus aller en rendez-vous. Parce que tu vois, toi qui es commercial, en tout cas qui a une fibre, commerciale comme moi, et ben, on est très embêté parce que bah, nous, ce qu'on aime, c'est être en face à face, aller en réunion, aller pitcher, aller défendre les dossiers, et cetera, faire notre conseil et signer les clients. Et en fait, c'est plus possible. Et donc là, ça va être waouh, on ressort ce truc-là des cartons en se disant, mais attends, on a produit ça pour Bouygues. À l'époque, ça s'appelle pas Pan d'ailleurs, hein, et on va le renommer Pan. On va le Si tu veux, on en fait une refonte intégrale parce que le code a un peu vieilli, hein, 2017-2020, et on va lancer donc Pan.app, voilà, je fais de la de la pub. Pan.app sur le marché, et c'est, voilà, ça devient une solution, de, création de n'importe quel support de présentation. Parce que j'ai parlé de d'un côté plaquette commerciale, enfin offre commerciale, mais en fait, tu peux faire un site web, vitrine, ta plaquette, un dossier de présentation, un dossier événement. Tu fais ce que tu veux en fait. Fais un site web, et puis il est soit public, soit privé, et tu l'envoies à tes interlocuteurs. C'est cliquable, tu as des statistiques d'ouverture de page, de lecture et tout. Donc, tu as plein de sujets qui permettent d'avoir une traçabilité dans un document qui devient totalement interactif et qui signe en fait. C'est surtout ça qui est important. C'est qu'au moment du Covid, quand tu peux plus aller en rendez-vous, eh ben, on se retrouve avec des taux de signature qui sont très importants, parce que, en fait, les gens adorent. C'est-à-dire que c'est différenciant. Ils reçoivent une propale, il y a la petite vidéo, il y a tous les contenus, il y a les annexes, elles sont téléchargeables, tu peux avoir, les informations en PDF également, et cetera. Donc ils se retrouvent avec un petit dossier, qui peuvent prendre connaissance, tu vois? Et puis c'est autre chose qu'un devis, de 3 pages, ou des slides PowerPoint, tu vois, tout pourris. Donc ça va être, l'autre soft, l'autre logiciel qu'on va lancer, tu vois? Voilà. Et puis d'ailleurs, après ça va nous amener à l'actuel projet, maintenant. Au passage, on avait besoin de visio, avec, si tu veux, pas de dépendance aux Américains. Alors j'ai rien contre les Américains, quoique en ce moment on peut se poser la question. Mais clairement nous, on a une acuité, une conscience assez élevée de tout ce qui touche, tu sais, au fameux RGPD, le Règlement général de la protection des données personnelles. Donc la fameuse data, c'est des sujets qui sont complexes, et donc très vite dans nos logiciels, nous, on va faire attention à où est-ce qu'on héberge nos données. Donc en fait, on va stopper, on a utilisé, oui, du, Microsoft Azure, Google Cloud, AWS d'Amazon, et cetera. Et puis au moment où on se lance sur les logiciels, en fait, on devient tout, français, franco-français. Et donc, on va, passer intégralement, sur du OVH, sur du Scaleway qui appartient Ouais, au groupe, c'est Iliad, Iliad, ouais. hein, voilà. Et donc, là, on fait plus voilà, on fait plus rien d'hébergement, ailleurs. Et donc, pareil pour, les outils de visio.
mine de rien, avec le Covid, il y a beaucoup de visio. Mmh. Donc, en fait, les gens te parlent de Zoom ou Zoom, un peu de Teams maintenant. Et nous, ça nous embête pas mal parce que mine de rien, bah, c'est américain et que ta conversation enregistrée à la caméra, bah, tu sais pas trop si elle est pas, tu vois, je veux dire, s'il y a écrit Comex de Groupe Total année 2025, bon, bah, nous, on se pose des questions, tu vois, à se dire est-ce que finalement on est bien privé, quoi. Est-ce que les 100 données, privé ou à moitié voilà. privé, quoi? Voilà, est-ce qu'il y a un petit coup de NSA qui se balade par ici, par là? On sait pas trop. Donc on lance un outil de visioconférence parce qu'on en a besoin et donc on prend une plateforme, open source et on rajoute une couche, service, une couche logicielle dessus et on lance Go Video Live, tu vois? Joli nom, Go Video Live et donc c'est un outil de salle de classe, tu vois? Ça fait webinar, ça fait salle de classe, ça fait, visioconférence, tu peux l'enregistrer, tout ça sur des serveurs donc bah, OVH et cetera donc fait en France, hébergé en France, voilà te donc ça c'est Go Video Live, c'est on va dire le troisième SaaS logiciel qu'on a auprès des PME. Alors toujours avec une approche, tu vois, évidemment, on fait pas ça pour des grands comptes qui sont équipés, qui ont des moyens financiers, technologiques, humains différents. Mais nous, étant une PME, on se rend bien compte que, tu vois, on est souvent les parents pauvres du numérique. Tu vois, on n'a Oui, pas nécessairement les moyens, on connaît pas trop les outils, etc. Donc nous, on va vraiment créer cette boîte à outils vraiment orientée PME qui soit hyper fluide, efficace, avec une ergonomie qui fonctionne nickel, etc. Voilà, c'est vraiment notre credo. Tiens. et du coup, ça vous amène où aujourd'hui? Eh ben, alors, si tu veux, ça nous amène à un sujet qui est, qui te plaît aussi parce que je crois que tu l'observes avec beaucoup d'intérêt. C'est que tout le monde il n'aura échappé à personne que octobre 2022, il y a un peu un big bang. Fin octobre 2022, il y a le lancement de ChatGPT, 3 enfin, ouais, 3.5, c'était 3.5? Je sais Non, même c'était plus. 3. C'était 3, hein, c'était Ouais. 3, qui consiste à faire quoi? Et ben, à sortir des labos de recherche depuis 15 ans, hein, parce que ça a pas été inventé en octobre 2022, hein. Ça fait ça fait, 15 ans, voire même, on peut même remonter à 30 ou 40 ans ou 50 ans, sur les algos et les recherches, d'intelligence artificielle. Mais en tout cas, ça sort au grand public, fin de octobre 2022 et à partir de là, bah, entre guillemets, tout va changer, parce que, notamment, la partie moteur de recherche va et beaucoup évoluer. En ce moment, Google est très bousculé parce que évidemment, tu n'as pas seulement à travers Google que tu peux chercher des choses. Tu as des moteurs de recherche IA qui ont débarqué, ChatGPT lui-même, Perplexity, Perplexity, ouais, pour, Claude, etc. Mistral, le chat, les Français, etc. Tous, ils ont une fonction web recherche web et donc ça change beaucoup de choses parce que ça veut dire désormais que, si tu veux, quand tu as un site web ou un contenu sur le numérique, ta manière d'être identifié, trouvé, d'avoir ta réputation et cetera et ben, malheureusement, elle ne dépend plus autant qu'avant à 80 c'était 80 jusqu'à 94 hein, d'accord? 94 de la recherche mondiale, c'est Google, d'accord? Jusqu'à présent, c'est en train de baisser, mais c'était quand même ça et en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que faire du web, un site web, seul, bah, c'est plus suffisant. C'est très, très loin d'être suffisant. Désormais, tu as besoin de ce qu'on appelle de la fréquence de contenu, les fameux blogs, les fameux articles. Tout revient à la mode. La newsletter revient à la mode, le blog revient à la mode, tu vois? Alors que le blog, toi et moi, on avait des blogs perso, tu vois, 2007, 2007. dans les années 2000, tu vois? Moi, dès le début, j'avais des blogs et tout, enfin, laisse tomber et là, tout ça revient à la mode. Pourquoi? Parce que, bah, évidemment, les IA se nourrissent de contenus, notamment, elles sont entraînées sur des contenus, et un site, statique qui n'a pas bougé depuis 5 ans et ben, en fait, c'est juste la mort. C'est juste, ça sert à strictement à rien parce que vous avez pas de réputation, vous avez pas de savoir-faire, vous avez pas d'expertise, vous avez pas de visibilité. Donc comme, à ce moment-là, on se dit: «Waouh, qu'est-ce qu'on sait faire?» Bah, nous, on sait faire des technos et du web et du mobile depuis des années. Et puis, évidemment, le contenu qui va avec, hein, puisque quand on met en œuvre une appli ou un site web, Mmh. beh, il y a du contenu à l'intérieur. Moi, j'ai commencé le podcast en 2022.
Et donc je suis, si tu veux, j'ai tout poncé, au sujet du podcast et donc je me rends compte que, bah, le médium podcast, il est super, en intimité, en réputation, tu vois? Pour une marque, pour une entreprise. Donc je me dis: il y a quand même un truc à faire» et il s'avère que, bah, regarde, tout est lié. On se rend compte que à la maison, chez nous et ben, on a une technologie, bah, qui est celle qu'on utilise pour Pan, en fait. Qui sert à faire, bah, quoi? En click and play no code, bah, du site web, hyper facilement et donc on se dit: «Bah, attends, bouge pas, on a tout ce qu'il faut pour lancer une offre, qui va permettre à tout un chacun de, en gros, si tu veux, avoir la capacité à, générer, créer un site web, et surtout à mettre du contenu qui va avec». Et donc, quand on croise tout ça, l'outil de départ qu'on a, le CMS, notre savoir-faire sur les IA, sur la transformation digitale, la connaissance qu'on a de voir que c'est, le contenu, hein, la creator economy qui compte désormais pour, si tu veux te créer un aspect différenciant et ben, on décide de lancer un challenge donc, et de promettre, la création d'un contenu et d'un site web en, 3 jours. en, Ouais, soi- en 72 heures chrono, tu vois. Donc, donc évidemment, en utilisant de la méthode, des process qu'on maîtrise évidemment sur le bout des doigts, et en y ajoutant de l'expertise de contenu et de la vélocité, hein. D'ailleurs, la société qui sous-tend tous ces projets, toutes ces marques-là, c'est Apps Velocity, tu vois, qui porte bien son nom, qu'on a créé en 2012. Donc en 2012, on crée Apps Velocity qui porte tous ces produits, tous ces services. Et donc là, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je te dis, avec 72 heures chrono, on a désormais une offre et un nouveau service qui nous éclate, qui consiste à créer effectivement un site web. Alors attention, c'est pas un Shopify, c'est pas un site de 120 pages, etc. C'est ce qu'on appelle un site vitrine, un site catalogue. Ça peut faire une vingtaine de pages, mais c'est pas voilà, c'est pas un site d'e-commerce par exemple avec 5000 produits. Mais par contre, c'est un site d'entreprise, d'indépendants, d'entrepreneurs, de consultants indépendants, voilà, c'est un peu ça la cible, les PME, notamment industrielles et surtout, le site seul sert à rien parce que nous, on prône et on y ajoute, en fait, une newsletter, des articles récurrents, tu vois, à fréquence hebdomadaire et la même chose pour un podcast de marque et d'entreprise qui va te permettre de prendre la parole et de renforcer ton expertise et puis ta réputation et donc c'est ce package alors, soit à la carte, soit le tout, tu vois? L'entreprise choisit, ce dont elle a envie, que on met en œuvre, et qui nous permet d'aller chercher tout simplement des leads, hein, qu'on parlons peu, parlons bien, de quoi on parle? On parle que les entreprises, ont besoin de clients, et que les clients, les chercher, les trouver, sur le web, eh bien, il y a des techniques de outbound marketing, prospection, emailing, aller les chercher. Et puis, il y a les techniques de inbound marketing qui consistent à faire venir à soi, tu vois, avoir de la visibilité et que les clients, en fait, quand ils viennent te contacter, limite, ils t'ont déjà choisi. Tu vois, oui, d'accord. ils t'ont déjà vu, ils t'ont déjà vu sur Google, ils t'ont déjà vu dans des articles, ils t'ont déjà vu dans des podcasts. Voilà, tu as toute cette espèce de inbound marketing où, en fait, ils ont fait leurs recherches et qu'on s'entende bien, toi et moi, on est des experts de la vente B2B. Aujourd'hui, regardez quand vous allez acheter une voiture, quand vous arrivez dans la concession, vous en savez plus que le vendeur sur la bagnole. Parce que parce que sur internet, vous avez tout C'est tout tout. épluché, Mmh, tout ce qu'il faut et donc c'est pareil dans le B2B, en fait. Les mmh. acheteurs aujourd'hui, clairement, ils attendent pas de vous rencontrer en rendez-vous, pour se faire convaincre. Donc pour faire ça, pour combler si tu veux, cette problématique et ce fonctionnement, désormais de la vente B2B, et ben, ça consiste à ce que vous soyez absolument présent, irréprochable, avec de la présentation, de la creator economy, donc délivrer votre expertise sous la forme de multimédia, multimédium. Donc, les articles, c'est un médium, la newsletter, c'est un médium, le podcast, c'est un médium. Donc, c'est tout ça qu'on délivre dans cette offre 72 heures chrono, avec une ambition qui est à 4 ans de créer une des premières agences d'agents IA parce que le podcast, on le crée avec de l'IA. Les articles, on les crée avec de l'IA. Les agents IA, un support client, un petit chat message 24-24, 7 jours sur 7, tous ces sujets-là, on les fait avec de l'IA pour apporter évidemment bah, de la valeur à la PME pour qu'elle
transforme ses visiteurs, eh bien, en clients. Voilà ce qu'on fait, actuellement, tu vois? C'est Tu vois ça tu vois ça s'adresser à quel type de société et comment évoluer les choses? Alors, très clairement, nous, depuis le début, on est positionné, on l'a dit, sur les PME. Ouais, Donc, clairement, on est vraiment David contre Goliath. Je considère que les grands comptes, ils ont, des moyens financiers, humains, techniques qui sont, voilà, et clairement, comme je le disais, ne nous trompons pas, les grandes boîtes, les Big Five, les cabinets de conseil, les McKinsey, Capgemini et cetera, ça fait des années qu'ils travaillent sur ces sujets-là. Donc, clairement, moi, je vois ça pour tout simplement les indépendants, mmh, les entrepreneurs, les consultants et les PME, les petites, enfin les petites PME, il y a petites et moyennes ouais, entreprises. Et en fait, eux, ces gens-là, ils sont pas outillés. Eux, ces gens-là, ils sont un peu perdus à la fois sur le plan stratégique, le plan intellectuel. Waouh, mmh, les IA, hein, il y en a pas qu'une, c'est mmh, les IA. Comment, qu'est-ce que je fais? Comment ça bouleverse mes RH, ma production, ma com, mon marketing, tout. En fait, mmh. tous les pans d'une entreprise vont être bousculés les IA. Et clairement, une PME, elle sait pas nécessairement par où de dérouler la pelote de laine, quoi. C'est plus Donc c'est compliqué. dans ce sens-là, tu vois, que nous, on leur dit: «Écoutez, on vous met le pied à l'étrier. Pourquoi? Parce que le contenu, c'est plus facile à comprendre, tu vois? Mmh, Comprendre que tu produis des articles, du podcast, une newsletter, et cetera. Tu passes par l'étape de créateur économie et ça t'emmène vers les agents IA, tu vois? Les agents intelligents qui vont répondre au support client, qui vont, aujourd'hui, on travaille sur, par exemple, des agents conversationnels en langage naturel. Ça, c'est magique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de clients qui se plaignent, qui disent: «Ah bah ouais, on me répond jamais, je débarque sur le site, je remplis un formulaire de contact, il se passe rien», et cetera, et cetera. Là, aujourd'hui, une PME comprend très vite que son niveau de satisfaction client, tu vois, il va, directement être impacté par la capacité à délivrer ce petit agent IA qui va connaître les données de l'entreprise, hein. Tu éduques cet agent avec les données de l'entreprise et cet agent va répondre à tous les visiteurs, tous les questionnements qui peut y avoir. Alors en B2B, tu vois, ça peut être des données qui sont reliées au système, aux ERP, on appelle ça comme ça, des PME, et ils sont capables de dire à un moment donné: «OK, la livraison, mon camion, il est à tel endroit, tiens, envoyer un email automatiquement à tel agent», et cetera. Donc en fait, on est sur le mélange des agents IA avec des des automatismes, limitations. hein, de l'automation, j'ai pas le mot en français, mais en gros des automatismes qui vont être capables de répondre et de délivrer les services. Donc ça, les PME, franchement, c'est eux qui en ont le plus besoin parce qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens et les visions stratégiques, tu vois, pour y basculer avec le risque avéré, hein, on le voit déjà, nous, depuis plusieurs années et mois, depuis 2022, là, ça bouge à une vitesse qui est inimaginable. Ouais, je pense que c'est C'est toute la différence entre l'ère du mobile et l'ère, actuelle, de l'IA. C'est que le mobile, c'était lancé par les startups, internet était lancé par les startups, l'adoption était générée par des startups. L'IA, les grands groupes sont déjà présents, les grands partenaires des groupes sont bien exactement, meilleurs que beaucoup de startups, bien et sûr, c'est très difficile pour, des petits acteurs d'aller, clairement. récupérer les gros marchés et donc du coup, autant s'adresser, en fait, derrière à des PME. Je partage, en fait, cette analyse, stratégique. Oui, d'ailleurs, François, on parle tous les 2, on est présents beaucoup sur LinkedIn. Je sais que toi aussi, tu es, comme moi, un petit peu agacé, par, un sujet qui est tout le temps, en surface et superficiel, de voir des petits, indépendants te parler de l'IA, mais de manière grand public, en fait, pour des entreprises. Et en fait, ça, enfin, je veux dire, c'est que de la surface. Franchement, c'est n'importe quoi. Tu peux pas te dire qu'une entreprise, même une PME, elle va fonctionner avec les 50 prompts gratuits pour faire je ne sais quoi, quoi. C'est pas comme ça. Je veux dire, une IA, des IA dans une entreprise, c'est des sujets qui sont bien plus complexes que ça. La data, les serveurs, l'hébergement, le modèle de langage, où est-ce que partent les données, est-ce que tu installes un Mistral
sur tes serveurs à toi, et comment tu fais pour avoir des GPU, des puissances de calcul, sans envoyer les données chez ChatGPT ou autre, quoi. Et c'est pas simple parce que tu as des process d'entreprise, des process humains, les RH, les données, les ERP, les bases de données, les flux de données dynamiques. Et donc, c'est pas prompté, quoi. C'est pas prompté de ChatGPT qui va faire tourner une entreprise avec une IA, quoi. Mmh, on est C'est d'accord. c'est pas ça du tout, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a, moi je suis assez, assez dérangé par ça et j'essaye de prendre la parole justement pour contrer un peu ce truc-là parce que, ça fait beaucoup de mal au secteur. Certains, chefs d'entreprise, de PME, de PME, donc petits, peuvent penser à tort que ouais, l'IA, ça va, c'est facile, je vais commencer par récupérer les prompts et je vais le mettre dans l'IA alors que si tu es une petite entreprise qui fabrique des chaussures, je sais pas où, au Portugal ou ailleurs, oh, tes prompts là, ils servent à que dalle. Hein. C'est pas ça, hein, implémenter une IA dans une entreprise. Hein. Donc c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet qui me un peu poil à gratter, quoi. Ouais. Tu parlais aussi, et on en parlait un petit peu en off, en préparation, et on s'est arrêté à ce moment-là dans nos discussions, c'est l'expérience. C'est que aujourd'hui, comment tu vois en fait toi l'acquisition d'expérience par un jeune à l'ère de l'intelligence artificielle? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas, c'est l'expérience en fait, plus que la Bah, capacité, c'est tu sais théorique. que c'est un vrai, c'est un vrai sujet et tu sais, on parle même de problématiques qui consistent à dire que les IA, elles sont en train de s'entraîner sur des contenus qui sont générés par IA. Oui, Donc les fameuses données synthétiques. donc on se dit: «Wow, wow, attends». Alors là, on a un problème, tu vois? On a un problème de sens critique. On a un problème de sens critique, on a un problème de savoir, recevoir et traiter une information qui est générée par une IA. Moi, dans mon cercle proche, j évidemment, j'accompagne, mes enfants, qui ont pour le plus grand, il a 16 ans, mais je les accompagne et au début, j'ai vraiment insisté sur le sens critique parce que, comme tous les jeunes, bah, ils prennent plus ou moins pour parole d'évangile ce que l'IA leur donne. Tu vois? C'est-à-dire que ouais, bah, c'est bon, ce qu'elle m'a donné comme réponse là, c'est bon et donc le phénomène c'est très compliqué. Donc ouais, moi j'ai tendance à dire que, ça pose beaucoup de problématiques et des problématiques qui vont augmenter en ampleur. Tu vois ce que je veux dire? On peut se poser d'ailleurs des questions sur les sujets de, l'éducation, le système d'éducation, d'école, universitaire ou autre, c'est une vraie problématique. On a des problématiques qui s'enchaînent avec, l'accès au monde du travail, l'accès au revenu universel. C'est un vrai sujet parce que ça va pas aller en diminuant. On va avoir de l'IA qui s'intègre de plus en plus dans de la robotique. Dans de la productivité, de la Mmh. production et dans des emplois et dans des jobs et donc là, tu te dis: «Waouh, OK, comment on fait?» Donc dans ces cas-là, il y a pas photo depuis, l'aube des temps, il y a pas meilleure solution que mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que, tu vois, quand c'est pas théorique. C'est-à-dire que parfois, je vois passer justement toujours ces livres blancs, ces guides sur, gna gna gna, comment faire ci, comment faire ça avec l'IA et tu te rends compte que, la plupart du temps, les personnes récupèrent ce livre blanc ou ces prompts et en fait, ne vont pas les faire, ne vont pas les utiliser. Mmh. Se contente de la théorie, se contente de dire: «Ah ouais, ça y est, je sais par cœur vous raconter un prompt. Est-ce que tu l'as utilisé? Ouais, non, j'ai pas fait». Bah, ouais, mais en fait, ça, c'est la pire la pire erreur qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas photo, personne en fait d'ailleurs, pour la petite histoire, petit clin d'œil, sur les prompts. On nous a dit désormais, il y a un nouveau métier, c'est celui de prompt engineer. Il faut savoir prompter. Mais en fait, aussi vite tu savais prompter, aussi vite ce métier-là, entre guillemets, c'est pas une expertise qui est pérenne et ça a déjà disparu. Pourquoi? Il y a ChatGPT Voice qui est arrivé, d'accord? Et donc, moi, qu'est-ce que je fais? Et ben, moi, aujourd'hui, j'utilise les IA à la voix. Je pars marcher, Mmh. d'accord? Je pars marcher et en fait, je suis pas en train de prompter là. J'ai pas de savoir-faire en écriture. Alors bon, si j'en ai, mais j'ai pas de savoir. Tu vois ce que je veux dire? J'utilise pas du tout l'écrit ou le clavier. Non, les interfaces aussi sont en train d'évoluer et en fait, finalement, si tu sais parler, si tu sais dialoguer avec une IA,
et ben, en fait, tu peux obtenir des choses. Donc moi, mon meilleur conseil là-dessus, par rapport à cette jeunesse qui, se fait, tailler des shorts, hein, Mmh. appelons un chat, c'est, elle-même de plonger à bras le corps là-dedans et tester, faire, essayer, l'utiliser, l'utiliser, l'utiliser. Il y a pas de secret. Sans compter qu'après, on parlait des entreprises, évidemment, tu peux avoir une expertise ou une expérience sur telle ou telle IA, pour autant, tu vois, tu vas pas savoir avoir l'expérience sur comment on implémente une IA dans un système de, recrutement, RH pour une entreprise. Puisque tu as l'expertise de l'IA, mais tu as absolument pas la compétence ou l'expertise sur les RH. Ouais. Tu vois? Donc, il faut distinguer, le l'IA, on va dire, dans le sens universel, dialoguer, obtenir des informations sur tout et puis, les IA appliquées, heu, au sujet. Le sujet de la RH, le sujet de la productivité, le sujet du transport, le sujet de la discipline du secteur d'activité. Tu vois Mmh. ce que je veux dire? Comment tu appliques des IA, dans une boulangerie, dans une usine, dans une entreprise de service? C'est donc là, on a un vrai, une vraie problématique et en fait, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois continuer finalement à apprendre la discipline qui t'intéresse, RH, Mmh. scientifique, labo, marketing, communication, cette discipline-là, il y a pas de secret. Il faut bien que tu l'apprennes, et en parallèle à ça, en duo, eh bien, aide-toi de l'IA, maîtrise bien les IA, les sujets de l'IA, parce que c'est ceux, qui vont être, je dirais, parfaitement au fait de comment ça fonctionne et comment ça s'utilise, qui vont, remporter, je dirais la course, quoi. Tu vois? Entre Moi quelqu'un qui est avec je IA et quelqu'un qui est sans IA, ah bah, laisse tomber, tu vois? Tu as je intérêt à te pense, mettre au moi ma vision, c'est que sur les prochaines années, on va revenir à une ère du compagnonnage. tout à fait, Où en c'est une gros, très très belle idée. parce qu'en fait, un jeune aujourd'hui qui arrive sur le marché du travail, il y a cette problématique que tu expliques. Mais en fait, aujourd'hui, si tu regardes, les statistiques parlent d'elles-mêmes, hein. C'est 30% d'offres de stage en moins, 30% d'offres de juniors en moins. On recherche de l'expertise. Donc en fait, pour arriver à acquérir cette expertise, un jeune diplômé, par définition, est en dehors du marché. Comme aujourd'hui, on a la même problématique avec C'est vrai. les seniors qui sont mis de côté. On a de plus en enfin, c'est les insiders qui ont le pouvoir. Pour maintenir enfin, ma vision, c'est que pour maintenir les jeunes, on va devoir réinventer le compagnonnage. L'alternance est une des façons, mais n'est pas suffisante. Les stages, c'est pas quelque chose de pérenne. Donc, si on n'est pas dans un co-apprentissage en permanence, ça va être problématique pour un jeune de se faire son expérience et du coup d'arriver sur le marché du travail. C'est une ce que tu évoques là est déjà présent, est déjà vrai. C'est Mmh. une véritable problématique. Moi, le premier, je, prends beaucoup moins, voire plus du tout, Mmh. de stagiaires et d'alternants par rapport aux années précédentes. C'est un vrai problème parce que sur les métiers que j'appelle les métiers de lettres et les métiers du chiffre, donc tout ce qui est marketing, communication, le marketing digital et cetera, les chiffres, la finance, nanana, aujourd'hui, franchement, tu peux obtenir avec les IA des résultats qui sont absolument incroyables. Et donc, en fait, ça devient une volonté d'accompagner, d'aider les jeunes, mais si, c'est pour, faire le job, qu'ils faisaient avant, ça c'est tu vois? Oui, C'est d'accord. fini, ça c'est fini. Aujourd'hui, tu prends plus un alternant ou entre guillemets un stagiaire, comme les la plupart des entreprises le font, hein. Normalement, évidemment, c'est fait pour accompagner, pour, éduquer, le jeune, au niveau des apprentissages. Mais on sait tous très bien que on fait faire du boulot, tout à fait normal aux stagiaires et aux alternants, tu vois ce que je veux dire? Que c'est une réalité, quoi. Il y a le Sauf que droit du maint travail et la pratique, on est d'accord? Voilà, c'est ça et exactement donc évidemment, que ça c'était le cas et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va il va vraiment falloir s'accrocher. Il va vraiment falloir avoir une volonté d'accompagnement, d'apprentissage des jeunes parce que sinon si c'est sur l'aspect, réalisation, compétences pures, en fait, ils sont déjà, dépassés, quoi. On est d'accord. Ils sont déjà dépassés. C'est un vrai sujet de société qu'on voit pas venir. Ah Parce que bah, l'IA va pas piquer du travail à ceux qui sont dans le métier, elle va les augmenter, mais elle ne va piquer du exact. travail à ceux qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché.
Exactement, exactement. Alors, nous en plus, moi peut-être un peu plus que toi qui suis dans une évolution de métiers qui sont liés à la tech, au code, à l'informatique. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est le plus flagrant, les progrès sont les plus flagrants sur la partie code et code informatique. Aujourd'hui, moi, les développeurs seniors, qu'on a, en fait, ils étaient déjà bons, ils étaient déjà seniors, mais quand l'IA est arrivée, ils sont passés dans la stratosphère. Ils sont partis sur Mars, quoi. C'est-à-dire que quand tu es déjà doué, quand tu aujourd'hui avec l'IA, mais c'est une folie, quoi. Ça me fait toujours d'ailleurs rigoler quand je vois, des gens qui disent, «Ah oui, je ne sais pas coder, puis, j'ai fait, j'ai fait une appli en 2 minutes et tout ça». Ouais, d'accord. Alors imagine quelqu'un qui sait coder. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont ça me fait rigoler cette approche du style, désormais, il y a plus besoin de codeurs et cetera et cetera. Ouais, OK, on va se calmer quand même, heu, mais Va c'est demander aux banques s'ils ont plus besoin de développeurs COBOL. Je pense que les IA ne sont pas encore à ce niveau-là. on est d'accord, mais c'est vrai que c'est absolument magique. Moi, qui, baigne dans l'univers des applis depuis des années et qu'en ai fait beaucoup, et j'ai été très frustré moi pendant longtemps parce que quelqu'un comme moi qui suis marketing, tu vois? Moi je suis marketing, je suis produit. J'ai des idées, mais je ne sais pas coder moi, je ne sais pas coder en iOS, en Android, Java et cetera. J'étais très frustré. Maintenant, c'est vrai que waouh, il y a un champ des possibles, pour moi qui devient magique, parce que j'ai l'expertise et la compétence de conception produit et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on peut obtenir des applications qui sont codées par des outils comme Bolt, Mmh, bien sûr. comme Cursor. Il y a Lovable Mmh, aussi ouais. qui vient de sortir, etc. Il y a plein d'outils, mais c'est absolument fabuleux. Ouais, je pense que de toute façon, tu vois, il y a un vrai sujet et le sujet de l'éducation, il est central. Mmh, On a une problématique, éducation et donc travail. mmh, Éducation, travail, emploi, on est sur des logiques, complètement folles. D'ailleurs, tu sais, François, pour pas être, dans ce carcan, intellectuel, qui est très, parfois angoissant, c'est pour ça que le livre que j'écris, actuellement sur l'IA, j'en ai fait un roman de science-fiction, tu mmh. vois? Au début, j'étais parti sur une approche, scientifique, technique, entrepreneuriale, tu vois? Un livre sur l'IA et puis en fait, j'ai commencé à l'écrire et je me suis rendu compte que j'ai été enfermé, dans ce que je sais, le tu vois? Et même, avec une projection à 20-30 ans, c'est pas Mmh. suffisant, tu vois? Réfléchir à 2030-2050, c'était pas suffisant. Donc j'en ai fait un roman de science-fiction et je me suis projeté à, très, très, très loin. Comme ça, j'ai plus de contraintes, et je peux rac et écrire et imaginer, ma vision sur l'IA, quoi, tu vois? Parce que sinon, c'est l'enfer à écrire, quoi. Mmh. Tu cours après quoi, Patrick, aujourd'hui? Oh là là, je cours pas nécessairement après, quelque chose parce que j'ai déjà trouvé, une forme de vie qui me convient super bien. C'est-à-dire que la passion, le plaisir de faire les choses, le bonheur, ça c'est déjà quelque chose que je vis, vraiment au quotidien. Par contre, je pense que je cours sur, tu vois, la connaissance et 1000 vies, en fait. J'ai souvent je dis, «Je voulais être acteur de cinéma». Quand on me demande qu'est-ce que tu voulais faire. Pourquoi? Parce que, bah, j'ai une soif, et une curiosité, insatiable et donc en fait, le cinéma me permettait de me dire: «Waouh, je vais faire plein de rôles et donc je vais vivre toutes les vies. Je vais pouvoir être ce que je veux» et en fait, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait acteur de cinéma et souvent on me dit: «Bah, ouais, mais Patrick, mais quand on regarde ton CV ou ton profil LinkedIn et tout ça, c'est un truc à tomber par terre, il y a des projets dans tous les sens et tout ça» et malheureusement, ou heureusement pour moi, en tout cas, moi je m'éclate, bah, je cours après tout ça. C'est-à-dire que je cours après tous ces projets-là, je sans m'éparpiller, je veux pas faire de concessions, en fait. Je veux pas dire: «Ah non, mais tu dois en faire qu'un seul et pas 2 ou 3 ou 4. Bon, en l'occurrence, j'en ai une bonne douzaine de projets en parallèle, mais parce que voilà, parce que je cours après ça. Je cours après, l'action, être sur le terrain, partager, vivre, transmettre. C'est vraiment ça qui m'anime et c'est pour ça que j'ai lancé le podcast d'ailleurs tu vois, en 2022, avec ce mantra qui est je ne perds jamais. Hein, soit je gagne, soit j'apprends. Donc Ah, c'est beau ça. l'apprentissage, quoi. Hein, c'est vraiment le succès. C'est vraiment aujourd'hui. Moi, j'ai 50 ans. Et donc, si tu veux, je suis bien engagé sur ce principe de dire ok, ça va être quoi ma trace. Qu'est-ce que je vais laisser? Comment j'ai de l'impact et quoi après moi? Et donc, c'est pour ça que je cours après ça. Je cours après la transmission, le partage, la connaissance dans l'absolu. Je pense que c'est un peu ça qui m'anime.
Quelle croyance limitante tu avais en début de carrière que tu as réussi à dépasser? Hem, il faut de l'argent pour faire des choses. Alors il faut pas d'argent aujourd'hui? Si, mais en étant dans l'action, tu vas chercher l'argent qu'il te faut. Tu vois? Alors que, c'est vrai que, fondamentalement, dès ma première société, première start-up, en fait, j'avais pas d'argent Ouais. et on a été le chercher, en fait. On a été le chercher donc en fait, la croyance limitante, c'était de se dire: «Ouais, mais en fait, on n'a pas l'argent pour faire ci, pour faire ça, donc on va pas y arriver» et en fait, c'est pas du tout vrai et c'était Mmh. ça ma croyance limitante, c'est que je me suis rendu compte quand même qu'en étant dans l'action donc, en agissant tout de suite, de manière intense et tu allais chercher ce qui était nécessaire, à savoir l'argent pour obtenir, tel ou tel palier ou tels et tels, succès. Donc, ça, c'était une croyance limitante, tu vois? Parce que, au départ, je me disais: «Ouais, bah, non, on va jamais y arriver ou on va pas pouvoir faire ci ou faire ça parce qu'on n'a pas l'argent» et en fait, je me suis mis à bosser, bon, beaucoup, dur et je me suis rendu compte qu'on y arrivait. On Ouais. arrivait à dérouler, on arrivait à faire et en plus, les stratégies qu'on choisissait étaient frugales, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai un esprit de frugalité, très fort Mmh. depuis le début parce que par la force des choses, Ouais. j'ai quand même levé des fonds après et cetera. Mais mine de rien, au tout départ, tu vois, j'ai pu être, paralysé, Ouais. par, ce côté-là. Se dire, tu vois: «Ah ouais, putain, bah non, on peut pas faire ça, on peut pas faire Mmh. ça, on n'a pas l'argent, on n'a pas les contrats, on n'a pas les clients» et donc c'est après grâce enfin, c'est face à ce mur-là, que pour le coup, j'ai basculé dans, l'action. Bon, j'étais déjà, tu as compris, j'étais On déjà a quelqu'un compris. qui Ouais. était qui voulait bouger, bac+2, qui voulait aller vite travailler et cetera. C'est quand même dans l'action. Mais si tu veux, j'ai pu le vérifier. C'est-à-dire que cette croyance, elle a disparu, elle a explosé parce que j'ai vraiment pu vérifier que se mettre en action, bah, ça apportait des résultats, en fait. Donc après, plus jamais, si tu veux, j'ai arrêté d'être tout le temps dans, le meilleur moment pour agir, c'est maintenant en fait, c'est tout de suite. Tu vois? Parce que, c'est voilà, c'est ça le Et quel sujet. et aujourd'hui en tant que dirigeant, quel est le point de blocage le plus fort que tu n'arrives pas à passer? J'ai un truc qui est très personnel, pour moi, c'est que je fais partie de la race des entrepreneurs créateurs. Donc les gens qui font le 0 à 1, tu vois? Toi, tu as fait le 1 et Un plus, peu plus, mais pas beaucoup plus, et mais un peu un plus. peu plus et c'est vrai que ça, c'est des difficultés pour moi. Parce que quand je dois leader, tu vois? Je suis un très bon leader d'idées, et cetera, ça pas de souci, mais gérer, tu vois? Gérer, manager, c'est pas pareil et ça, c'est un truc qui me pèse, et que je dois travailler, sur moi parce que, bah, c'est pas quelque chose, dans lequel je m'épanouis, qui m'intéresse, dont j'ai envie. Donc c'est tu vois, en tant que dirigeant, justement, c'est ça qui est le Ça, le c'est plus c'est aussi une question d'association. Moi, j'ai réussi à aller un peu plus loin parce que j'avais les bonnes personnes pour m'entourer. J'aurais pas réussi seul. oui, tu c'est ça, effectivement. Après, il y a savoir déléguer, c'est hyper important, mais c'est vrai que ça, j'ai du mal à me départir de ça, tu vois? Je suis un créatif, vraiment, j'aime produire, faire les choses, avant de déléguer, savoir faire évidemment, moi-même et cetera et ça, c'est le truc qui peut-être me froisse le plus, c'est de me dire voilà, je suis pas sûr, et même, je suis sûr du contraire. Je ne serai jamais, un tu vois, un dirigeant de, 1000 personnes, c'est Je pas te le du tout, souhaite pas non plus, hein, donc voilà. c'est pas du tout ce qui m'intéresse et d'ailleurs là, maintenant on fait le contraire puisque, on est sur des concepts d'agences, en décroissance. Nous maintenant, on est, tellement passionnés par ce qu'on arrive à faire avec les IA et avec les automatismes que, c'est vrai qu'on est dans, une forme qui consiste à dérouler un projet, frugal, minimaliste. Notre ambition, c'est de faire une agence, tu vois, avec, 5-10 personnes maximum qui, va abattre, probablement, le boulot de 100-150 personnes. Donc, c'est là-dessus qu'on se concentre. On est plus sur les méthodes, les processus, les méthodologies, les automatismes, et c'est vrai que, voilà, on est et apprendre à le faire aux autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, derrière,
c'est sûr qu'on essaye de s'adapter à l'avenir et au futur qui nous arrive parce que qu'on veuille ou qu'on veuille pas, l'évolution du système d'éducation et de l'emploi, il est inexorable. Ça va être changer ou mourir, hein, ça va être ça, hein. Ah bah, l'école, aujourd'hui est pratiquée de la même façon qu'elle était pratiquée au début du XXe siècle. C'est un peu C'est un peu un problème, enfin, c'est un peu les le enfants ne sont plus les mêmes par contre, ouais. et c'est ça, c'est ça. Et donc là, on a de véritables réflexions, philosophiques, anthropologiques, sociales, sociétales qui sont, des véritables tsunamis, devant nous, ça c'est sûr. Je termine toujours ces interviews par un petit quiz. Est-ce que tu es prêt? Oh là! Allez! Alors, est-ce que tu es plutôt thé ou café? Si ton entreprise pouvait parler, quel serait son mot préféré? J'allais dire oser, mais je vais remplacer par agir. D'accord. Si tu pouvais embaucher un super-héros comme co-CEO avec toi et Pascal du coup, avec qui choisirais-tu de travailler? Un super héros? Ouais, ou un héros, comme tu peux l'appeler, tu veux. Wonder Woman. Ah, pourquoi? Parce que j'adore les femmes. Non, je Ouais, déconne. Non, mais, parce que, si tu veux, je fais beaucoup d'interviews d'entrepreneurs femmes. ouais. Et moi, j'ai pas eu cette chance d'avoir, une co-CEO, une entrepreneur, une associée femme, mais en les interviewant, je découvre qu'elles ont vraiment des approches, et des réflexions, tu vois, que je trouve, très, très complémentaires à mon caractère ou à mon Mmh. profil. Et j'aurais bien aimé avoir, tu vois, un œil, une pensée, une réflexion qui soit celle d'une femme, pour diverses raisons, parce que je pense que qu'on veuille ou qu'on veuille pas, elles n'ont pas du tout les mêmes sensibilités, compétences, et j'aurais bien aimé ça, tu vois? J'aurais bien aimé avoir une femme à mes côtés pour bosser. Je crois que toi, tu l'as eu, non? C'était le cas, ouais, ouais, Ah ouais. je partage complètement, partage complètement ton avis et tout et après je pense que la société aujourd'hui fait que opposer hommes et femmes dans la communication, là où c'est une erreur, c'est qu'il faut savoir s'associer, et travailler ensemble, voilà. Ouais, de toute façon, ce qui compte, c'est la compétence. Je veux dire, homme ou femme, on s'en fout. Enfin, tu vois, moi, J'ai fait je fais un pas très de bon heu, un article qui m'a beaucoup plu, mais ouais. à écrire, mais qui n'a pas eu du tout d'écho, sur le fait que le business était non genré et que la compétence était non Exact. genrée, voilà. Donc Exact, voilà. Mais après, c'est vrai que tu vois, dans la vie de tous les jours, notamment moi, j'ai eu à gérer, mine de rien, tu vois, des licenciements, hein, 2 fois dans ma vie d'entrepreneur, j'ai licencié, 2 fois 15 personnes, hein, donc c'est bon, si toi tu as vécu ça aussi, tu sais, que pas à ce niveau-là, hein. c'est pas facile. Tu vois? Et là, typiquement, ben, moi, je pense que dans ces cas-là, encore une fois, je parle de sensibilité, mais ça donne un genre, mais c'est pas qu'un homme peut pas être sensible, mais clairement, on n'a pas les mêmes réflexions, les mêmes états d'esprit, de par notre physique, notre sexualité, tout simplement. Enfin, et moi, je pense que, j'aurais bien aimé à ce moment-là, avoir, comme ça, les femmes que j'interviewe là, elles ont vraiment des réactions, qui sont pas du tout celles que moi j'aurais eues, tu vois? Et je me dis: «Waouh, tiens, telle personne m'a raconté ça au cours de son interview», et je trouvais ça incroyable, des trucs auxquels elles avaient pensé qui moi, m'avaient pas effleuré l'esprit. Mmh. Donc je pense qu'elles ont voilà, c'est tout à fait intéressant. Et moi, par contre, je m'attache, comme tu dis, à pas du tout faire de cas entre hommes, femmes, entrepreneurs, avec un E ou pas à la fin. J'en ai d'ailleurs, autant, de femmes que d'hommes, interviewés, et c'est toujours un super moment avec eux, à passer au-delà du genre, hein. Je suis complètement d'accord. Question du quiz après. Si ton entreprise était une saveur de glace, elle serait de quel parfum? Melon, Pourquoi? parce que les 2 fruits que j'adore le plus, c'est melon et fraise. D'accord. Voilà. Et melon, écoute, je trouve, alors il faut qu'il soit bon le melon, On est mais d'accord. parce qu'il y a melon et melon. Mais justement, c'est-à-dire que la c'est subtil de trouver un goût, juteux, et je trouve que le un melon qui est parfait, qui est un bon melon, t'offre une palette de goûts, de couleurs
de sensations, qui, correspond bien à si tu veux le, comment dire? Le champ des possibles, d'une vie et de l'entrepreneuriat donc ouais, moi j'adore le melon, j'adore le melon. C'est vraiment un truc Quelle qui, pourrait être la chanson hymne de Abs Velocity? hem Bo Bohemian Rhapsody des Ah ouais? Queen. Ouais. Parce que tu vois, parce que, reconstruction, remettre en question en permanence, le modèle, des envolées lyriques, enfin, la diversité, l'agilité, tu vois? L'adaptation, changeante. Donc, ça m'irait bien ça, tu vois? C'est de toute façon un tube majeur, de Heu ces 50 dernières années, donc Et voilà. puis à la fois hyper technique, tu vois? Les gens se disent: «Ouah, attends, mais en fait c'est hyper tech» enfin cette chanson-là, elle est d'un niveau de technicité vocale, mais de fou quoi. C'est Et je crois qu'il n'y a que un ou 2 producteurs comparé à toutes les chansons qu'on entend aujourd'hui. Si tu es non, on va sauter cette question. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un déjeuner d'affaires? oh là là, c'était quand j'étais en Chine. J'imagine, en général, c'est 95 des gens disent que c'est ça, quand Ouais et en plus, je franchement, je sais même pas, enfin, je sais même pas ce que c'était. Mais en plus, moi, pendant la Chine, j'ai été malade, hein. Tu sais que j'ai un intestin qui est pas super, costaud et j'avoue que le passage en Chine a été, assez complexe. Donc ouais, je dirais ça, c'était un plat local, hein, tu vois? Plat mmh, local dans un village, enfin, en Chine et je sais pas ce que c'est comme animal, viande, mmh. poulet, je sais pas, mais c'était ouais, c'était moyen ça. C'est j'ai pas un bon souvenir, hein, c'est pas Si tu devais créer une mascotte pour représenter Abs Velocity, à quoi elle ressemblerait? une mascotte pour Abs City, Oui, bah, écoute, enfin, ça peut être un ouais, ça je sais pas, ça serait un personnage ou un objet et si c'était un objet, ça se rapprocherait d'une F1. d'accord. Pourquoi? Parce que, beh, évidemment, on est sur la vélocité, sur la vitesse, mais en fait, on est à la fois, sur quelque chose qui est, extrêmement, puissant, rapide, mais Mmh, très technologique, tu vois? Je veux dire, il ouais, y a pas plus technologique qu'une F1, mine de rien et les gens se rendent pas compte, mais rouler, avancer à ces vitesses-là, avec ces technologies-là, c'est un niveau de risque qui est, je te en jure. fait, majeur, quoi. Tu une la moindre pièce, la moindre truc, peut faire, une catastrophe et je trouve ça, voilà, je trouve ça assez, donc ma mascotte, ça serait ça, ça serait un truc lié à soit un personnage, soit un véhicule, qui se rapprocherait de l'univers de la F1, qui est pour moi évidemment, moi qui suis fan de pilotage et tout ça, bah, j'ai évidemment, c'est l'excellence, c'est la catégorie reine à tout point de vue, hein. Pilotage, technologie, et cetera, quoi. Si tu peux voyager dans le temps, à quelle période aurais-tu aimé entreprendre? Dans le futur. D'accord. Dans le futur, je suis extrêmement, frustré, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, j'aimerais avoir 20 ans maintenant et pas 50 ans. D'accord. Parce qu'il y a trop de choses à explorer et moi qui suis, fan de de Oui, mais 20 tu vois? ans avec De l'expérience que tu as aujourd'hui, c'est surtout ça. ah ouais, c'est ça, c'est ça. C'est là, franchement, je trouve ça le bac à sable, tu vois? Le bac à je parle souvent de cette expression-là. Le bac à sable, il est juste, géant, quoi, incroyable, ce qu'on peut faire là maintenant, quand toi et moi, quand on a Mmh. vécu l'arrivée de l'internet et de ces technologies-là et du mobile et tout ça, là, l'IA robotique et quantique, Mmh. l'IA logiciel, l'IA, hardware, hein, parce que les gens comprennent pas Ouais. que, on est passé des IoT, Internet of Things, les objets connectés, à des objets connectés, oui, mais surtout intelligents. Ouais. Donc ça va tout changer en fait, hein. Donc l'IA logiciel, l'IA hardware, la robotique et le quantique, ce sont les 3, tu vois, les 3 couches du millefeuille qui Mmh. sont, absolument, fabuleux pour Mmh. notre, futur. Est-ce que tu es plutôt McDo ou gastro? Je suis plutôt gastro. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir?
Ah moi je suis tout moi. Moi je suis les au enfin je suis les 2 moi. J'ai aucun problème par rapport à ces notions de, la déprime, retourner travailler, le dimanche soir, le lundi matin et cetera, et le Friday wear et Mmh. cetera, tu sais ce qu'on dit, hein, quand tu fais un truc que t'aimes, aimes, pas l'impression de travailler et On est moi d'accord. c'est le cas depuis 26 ans quoi donc moi je j'ai aucun problème avec ça. Bon, la question qui est venue la question la plus polémique de ce quiz, c'est est-ce que tu es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Bon alors là ça va être vite Tu as le droit tranché. d'utiliser ton joker, voilà. Ah ouais, ça non, ça va être vite tranché, je suis clairement, écoute, Bernard Arnault, et pas seulement pour ce qu'on croit par rapport à peut-être le succès, argent, finance, et cetera. Mais en fait, il faut quand même pas oublier que pour moi, les marques du groupe LVMH, sont, des produits et des marques qui sont mais, hyper créatifs, en fait. Et comme je suis un créatif, si tu veux, mine de rien, je me pose la question de savoir si je suis plus créatif que technologique, tu vois? Et autant Musk peut représenter une certaine technologie, évidemment, mais autant je crois que je suis attiré beaucoup par le côté créatif et voilà, donc je dirais Bernard Arnault très largement, je trouve le groupe et les marques fabuleuses, l'artisanat, la création et puis de toute façon, bah, Musk, depuis qu'il a vrillé, moi Voilà. je voilà, no comment. Ouais. C'est En dernière question, quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? étrange, alors Mmh. je sais pas si c'est étrange, c'est, tiens regarde, attends, tu vois là, tu vois ça là? Stitch en Lego, c'est ça? J'ai Stitch en Lego, et écoute, il s'avère que je suis, pour ceux qui croient à l'horoscope, moi j'y crois pas, mais je suis Gémeaux, D'accord. et Stitch, avec son côté, bah, tu connais, Mmh. il peut être, rouge, méchant, Mmh. ou voilà, très en colère et à la fois adorable et je pense que c'est ça me représente pas mal, tu vois? Je me reconnais bien dans Stitch, ce personnage-là, je kiffe ce personnage-là, donc voilà, Stitch, c'est assez étrange. Si des auditeurs veulent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir à toi? Ah clairement LinkedIn, c'est vraiment mon support et mon réseau social, préféré, voilà, j'essaye de produire du contenu, et de vous diffuser un maximum de d'infos, donc LinkedIn, c'est bien, je suis assez présent, là-bas. OK. Dernière question, qui je dois inviter à ta place? Ah! Qui tu pourrais inviter à ma place? Un quelqu'un, que j'ai rencontré très tardivement en 2024, qui est, mon professeur de voix, qui s'appelle Alexandre Damiani, et qui a un parcours, dingue. C'est Eh ben, parcours écoute, dingue, voilà et je franchement entrepreneur, athlète de force, internationale, voit une vie de enfin une vie de film. Donc ouais, lui il est et quelqu'un d'érudit, comme jamais. Je crois que c'est clairement la personne la plus intelligente, érudite que j'ai jamais rencontrée de ma vie. eh ben, écoute, je te laisse faire la mise en relation. Ouais, avec grand plaisir. Patrick, merci pour ton Merci. temps et puis à très bientôt. Merci à toi, c'était un super moment. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.